Salut Moussaillon et bienvenue dans Squelette en croûte, l'émission de Faucon Millénial où on review les épisodes de la série Skeleton Crew. Je suis le Capitaine Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui de mon petit Moussaillon, le petit Mousse, Maddy. Ah, capitaine! Alors, est-ce que t'as nettoyé le ponton, mon petit bébé? C'est pas plutôt le ponçon? C'est toi le capitaine ou c'est moi? Moi, je suis team mutinerie. Ah! Est-ce que t'as trouvé des trésors cette semaine, mon petit chou? Mon trésor, c'est vous. Ah, c'est génial. Comment tu vas? Ah bah nickel, et toi? Très très bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 3 de la série qui s'appelle Very Interesting as an Astrogation Problem. Très intéressant en tant que problème astrogation, je saurais même pas traduire. Réalisé comme l'épisode 2 par David Lowery. Et aussi comme les deux premiers épisodes, c'est écrit par John Watts et Christopher Ford. Alors, Moussaillon, qu'as-tu pensé de cet épisode sans spoiler? J'ai adoré cet épisode. J'en veux plus. Tiens, c'est rigolo, j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait. Hein, c'est juste... même pas besoin d'en dire plus. C'était super. Donnez-nous en plus. Voilà, ouais, c'est complètement d'accord. C'est pour ça que là, je sais pas si ça va durer très longtemps cet épisode, parce qu'en fait, c'est juste... C'est bien. Voilà, non mais ça fait du bien. Et c'est simple, efficace. Et ça va droit au but, ça fait pas traîner les choses trop longtemps. Le cast est entièrement super. On a enfin l'un des personnages principaux qui est arrivé là, et on a pu en profiter un peu là. Et qui est totalement à sa place. Comme on va vous dire bientôt. Est-ce que tu as d'autres petites choses à dire avant qu'on passe à la zone spoiler déjà? Bah, regardez Squelette en croûte. Ouais, c'est bien ça. Regardez Willow aussi, mais ça c'est autre chose. Tiens, mais c'est vrai, hein, au final, est-ce que c'est pas un peu l'équivalent Star Wars de Willow? Ah, mais série? complètement. Juste avec des enfants un peu plus jeunes, mais l'esprit est vraiment là. Hein. Complètement. Ok. Et maintenant, si vous ne voulez pas de spoilers, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dedans. Alors, vous êtes ready? Ok. 3, 2, 1, zone spoilers! Spoiler! Bon, déjà, l'épisode, il commence à nouveau sur Atin. Du côté des parents qui se sont tous retrouvés chez la maman de Fern, qui est celle qui était en visite à l'école la veille. Clairement, ce qu'ils disent, c'est... Enfin, il y a un safety droid avec eux et qui leur dit, bah, en gros, fuck les gosses, hein. On va pas... Ils sont au-delà de la barrière et le superviseur ne veut pas trop s'en charger. Et voilà, c'est juste un petit truc pour rappeler, les parents sont là et a priori ils vont devoir se démerder pour retrouver leur gosse. Trouver un moyen de faire agir le fameux superviseur. Est-ce que tu penses que y a vraiment quelqu'un qui supervise, ou est-ce que c'est un ordinateur? Ah, j'avais pas pensé à l'idée d'une intelligence artificielle. Je viens juste d'y penser, je me dis peut-être, parce que si c'est un truc qui est... Ouais. Comme on apprend plus tard, hein, c'est une planète qui est faite pour être cachée. Du coup, pour ça, je
pense que le plus logique, ce serait d'avoir une espèce d'intelligence artificielle qui est là pour s'assurer que c'est le cas. Parce que tu peux pas forcément faire confiance aux êtres vivants. Ils ont des sentiments et tout. Ah ouais, non, c'est une belle théorie, j'aime bien. À moins que les droïdes... Enfin, les droïdes, on sait que ça peut être le cas aussi. Donc. Enfin, voilà. Moi, c'est un truc que je viens juste d'y penser. J'y avais pas pensé avant, mais... un détail intéressant, mais c'est assez difficile à voir. Sur les murs, il y a aussi... et qu'on pouvait voir aussi dans l'épisode 1, il me semble. Sur les murs, il y a une fresque. Et est-ce que c'est une fresque qui raconte les origines de la planète ou quelque chose comme ça? Je ne sais Ça pas. a l'air quand même. Est-ce que c'est important? À étudier si vous voulez. J'ai l'impression que ouais, il y a des... Là, sur ce qu'on peut voir, il y a plein d'aliens différents. Et un ou deux humains, peut-être. Ben, c'est bizarre. Mais bon, ça raconte pas grand-chose, mais peut-être que ça aura beaucoup plus de sens quand on en saura plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une petite scène, mais ça ancre on va dire l'intrigue principale dans un schéma plus grand que juste les enfants et Jude Law. Ouais, il y a clairement quelque chose qui va se passer sur cette planète. Il y a des choses à découvrir. Et les enfants sont pas les seuls qui sont sur qui sont sur l'affaire, quoi. Les parents sont un peu stressés et tout. On voit surtout un truc qui est assez intéressant, les parents les mamans de KB qui en gros disent qu'elle a besoin d'attention médicale aussi. Ça peut être quelque chose qui va arriver à un moment parce que là les enfants ils y pensent pas forcément parce que bah, les enfants qu'est-ce que c'est si ce n'est pas irresponsable. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va être très important bientôt. Mais j'ai trouvé ce détail assez intéressant. C'est pas in your face mais c'est là quoi. Ouais. Bah pareil, je me suis dit, soit c'est du foreshadowing, vraiment, soit ça sert à montrer que ses parents la couvrent trop. Et c'est ça, c'est soit l'un, soit l'autre, je pense. Peut-être un peu des deux aussi. Ouais, c'est vrai. Mais oui, et puis c'est ça, c'est s'il y a des parents qui sont très protectrices comme ça, et tout, ça explique aussi pourquoi elle traîne avec Fern, qui est un peu je m'en foutiste et tout. Qui est en gros la brico lesbo du coin hein, clairement Fern c'est c'est l'équivalent Star Wars de Funeli à mes yeux. Donc oui, le père qui est hyper stressé aussi, le père de Wim, parce qu'il est là, il dit mais comment je peux le dire à mon fils que je dois aller travailler, il est même pas là. Putain, je vais devoir poser des congés pour le chercher. Putain, moi qui voulais travailler. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir des congés pour enfants malades? Franchement, je pense pas. En tout cas, voilà, ça c'est la petite scène sur Tatooine, et puis après, on reprend là où on en était, avec les enfants qui s'enfuient de la prison. Avec du coup Jude Law qui s'appelle John Nanawood ou un truc comme ça. Ouais, John Nanawood. En tout cas, c'est le nom qu'il leur donne. Évidemment, qui joue le jeu du Jedi en mode. Il sort des platitudes qu'on imaginerait des Jedi dire. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de tout ce côté Jedi? Est-ce qu'il est vraiment force sensitive ou est-ce que, comme moi, tu penses qu'il fait que des tours de passe-passe? Bah, justement, tu vois, je sais pas trop.
Parce qu'il y a des fois où il aurait clairement pu utiliser la force, où il l'a pas fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, ça pourrait être, vu son âge, ça pourrait être un padawan qui a pas vraiment touché à la force aussi. Il aurait pu être très 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 jeune et avoir très peu d'entraînement aussi. Alors Ça. sur la page Wikipédia, ils mettent qu'il est force user. Ouais, mais est-ce qu'ils Mais- savent tout? Moi, le truc que je trouve intéressant, c'est que effectivement, à chaque fois qu'il utilise la force, je vais dire avec des guillemets, ils mettent le petit grondement effet sonore qu'ils utilisent dans les films, dans les séries et tout, quand quelqu'un utilise la force. Du coup, la logique voudrait que c'est effectivement le cas. Mais de ce qu'on sait du personnage jusqu'ici, c'est quelqu'un qui, déjà, il a 3 identités différentes au sein d'un seul épisode. Ouais, c'est vrai. Avec John Nanawood, évidemment, comme on l'avait dit depuis le début, Captain Silvo, et plus tard dans l'épisode, Crimson Jack. Donc c'est déjà... C'est pas quelqu'un qui a une identité fixe. Putain, il a presque Il est, autant de noms que Daenerys, quoi. C'est ça. Sauf que lui, il essaye pas de les dire tous en même temps. C'est le principe. Il a des alias de partout. Et du coup, oui, pour l'instant, on connaît pas vraiment sa véritable identité. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est un mytho. Voilà, c'est ça. On sait, c'est ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est un mytho. Mais voilà, il prend quand même soin des enfants sur les quelques scènes où il est avec eux. Enfin, il prend soin d'eux à sa manière, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, à un moment, il y a Neil, pendant qu'ils sont en train de s'enfuir, Neil, il reste derrière en train de regarder une bagarre et tout, il revient le chercher pour le ramener avec eux et tout. Mais... Et plus tard, il se fait à manger. Bon, il fait à manger pour tout le monde, mais il sert que lui. Donc, C'est vrai. et il s'occupe d'eux, mais bon, pas forcément de manière consciencieuse, on va dire, pour l'instant. Ah, c'est le strict minimum. Et encore. Voilà, c'est ça. Bon, il accepte quand même aussi d'aller chercher, évidemment, à la demande des enfants, le personnage le plus important, SM33. C'est vrai. Ils ont déjà une bonne dynamique tous les deux d'ailleurs. C'est vraiment les deux roublards qui ont vu des trucs dans la galaxie, qui ont roulé leur boss. Du coup, t'as ouais, c'est ça, le Han Solo type mytho qui fait... ouais, qui essaye de faire son chemin et d'avoir ce qu'il veut, mais qui est un peu... comment dire? Double. Comment dire? Ouais, c'est un mytho, comme tu dis. Et puis, évidemment, la brute, le vieux, à qui on la fait pas, mais quand même. Aïe. Aïe. Ah, Nick Frost est très très bon dans le rôle, je trouve. Ils sont bien ensemble en plus. Ouais, franchement, je pense que c'est la plus grande force au final de la série jusqu'ici. C'est les enfants fonctionnent bien, les adultes fonctionnent bien, le droïde fonctionne bien, et surtout tous ensemble, ils ont tous une bonne dynamique. Il y a plusieurs moments. Je pense que c'est pour l'instant la série qui réussit le mieux son humour, parce que à chaque fois ça marche. Il y a un travail notamment sur Neil et ses expressions. Des fois, il parle pas, mais tu vois son visage et ça fait. Ouais. Il est hilarant juste à regarder comment il réagit aux événements autour de lui.
Euh, Bah, c'est ça qui est bien, c'est que, du coup, dans l'article que tu as partagé, il disait que c'était un mélange de pratiques et d'effets spéciaux, mhm. d'effets visuels. Et, et c'est bien qu'ils aient pas fait que de la prothèse parce que ça aurait peut-être pas été aussi expressif. Mais je pense qu'ils ont commencé à faire ça avec Grogu en fait, et, euh, et ça marchait déjà. Et là, en fait, comme pour tout le reste, j'ai l'impression que je sais pas, tout ce qui est présent dans les précédentes séries Star Wars fonctionne vraiment à la perfection dans cette série-là spécifiquement. Donc Ouais, oui, ce non, ouais, je suis mélange assez d'accord, je vois ce que tu veux dire. ouais, ce mélange de, comment on dit, de puppet et de CGI, ça fonctionne très bien. Les environnements fonctionnent très bien avec le volume et tout. Et la production fait pas cheap du tout. On dirait vraiment celui-là, s'il sortait en salle sur grand écran et tout, et ben franchement, il serait Ça passerait nickel. Ouais. plutôt cool. Il passerait nickel, ouais. Euh, et ça, franchement, bravo. Bravo. Et je pense que ça participe énormément au fait que on peut vraiment se détendre et juste apprécier pleinement tout ce qu'il y a là à t'offrir. Et c'est assez généreux en termes ouais, de ce qu'il propose en termes de... Voilà, si t'es fan de piraterie, t'en as pour vraiment beaucoup. Il y a vraiment... Moi, une de mes scènes que j'ai adoré dans cette épisode-là, c'est avec un caméo de quelqu'un qui est très connu, qui est Alfred Molina. Alors, si vous savez pas qui c'est, vous le connaissez parce que c'est Dr. Octopus dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et qui était là aussi dans No Way Home, qui est là, qui est l'alien qui garde les droïdes, les carcasses de droïdes quand Jad Nanawood va récupérer SM-33. Il y a cette petite scène rigolote où il réactive des droïdes qui sont tous déglingués. Bah, Et genre, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même un caméo. Enfin, moi, je considère que c'est un caméo, le droïde le B1. Ouais. Ah ouais, et puis l'autre qui veut chercher, qui veut sauver le prince et tout, Prince, c'est ouais. trop là, c'est 3 PO, mais Wish et tout, ça m'a fait trop rire. C'est vraiment le C3PO bootleg, tu vois, genre. C'est la C'est cassette, trop ça, la c'est cassette que trop, j'aime t'avais trop. dans les. Tu sais, les magasins où t'avais que des conneries dedans. Et tes parents, Ouais, c'est ça, c'est tu disais, je veux Star Wars. Et tes parents, ils disaient, on a déjà Star Wars à la maison. C'est ça. C'est vraiment 100% ça. Et ouais, ça fait plaisir, c'est stupide. Et puis, bon, ils se font vraiment plaisir. Et puis, voilà. Et puis, du coup, quand ils essaient de partir, il y a vraiment ce truc typique cette conversation de pirates, de vieux loups de mer, là. Ah, t'es mon capitaine préféré, toi, mais bah, il faut quand même que je Que je te reporte. balance. Ouais, faut quand même que je te balance, hein. Je suis désolé, je vais vraiment devoir le faire. Je sais pas, j'ai trouvé ça. C'est tellement typique. Euh, et, et, et s'ensuit, du coup, on voit la petite conversation des enfants qui, eux aussi, débattent. Est-ce que c'est un vrai Jedi ou pas? Est-ce que. Avec Fern Wim qui demande comment il aurait pu bouger les clés et puis Fern qui sort tous les arguments. C'est vraiment euh, typique des conversations qu'on peut avoir même nous-mêmes. Et pendant ce temps-là, derrière, tu vois basiquement, leur utilisation, techniquement, c'est des canaux de sauvetage. Enfin, c'est les fameux canaux. Comme sur les vrais bateaux, ils allaient pas toujours jusqu'au port, mais genre, ils se mettaient ils mettaient l'ancre, et puis
et puis ils prenaient des canaux pour aller sur terre ferme. Et du coup, les petites navettes là qui servent à ça. Et puis là, tu les vois qui sont en train de faire une course-poursuite dans le fond pendant que les petits sont en train de débattre. C'est trop rigolo. C'est vrai que cette scène, elle est tu vois, c'est de l'humour. Et il y a un truc qui me fait encore plus rire dans cette scène, c'est que les canaux, enfin, tu vois clairement qu'ils sont sous vide, quoi. Oui. Et que t'as du scotch à l'intérieur, genre c'est rafistolé comme. Et ça, Ah ouais. c'est un petit élément qui rend ça plus réaliste et en même temps vachement plus drôle. Enfin, je trouve que c'est super drôle comme de se dire putain, ça s'est pété, on va le rafistoler avec du scotch, quoi. C'est vraiment, ils réussissent vraiment bien le côté lived in qu'ils aiment bien rappeler dans Star Wars, que les gens beaucoup trouvaient qui manque un peu à la prélogie. C'est ce côté pratique, dans le sens où ça a été utilisé, ça a été... et si tu vivais dans cet univers-là qui est un peu chelou, parce que bon, les règles de l'espace sont pas vraiment réalistes ou quoi que ce soit, mais genre ouais, t'as ton truc qui te sépare de l'espace, et puis t'as juste un bout de scotch qui sert à tenir le bordel et tout. C'est très... c'est très très Star Wars, et ils ont bien cet esprit-là dans la série. Ils adaptent vraiment tous les codes, là, justement, voilà, les pirates un peu fauchés et tout, mais dans Star Wars, alors... bon, c'est des vaisseaux, du coup, c'est pas des bateaux avec des petites planches. Tu sais, comme quand t'as des trous dans ta coque dans Sea of Thieves et que tu dois mettre des bouts de planches pour rafistoler. Bon, là, c'est pas des bouts de planches, mais c'est le même esprit. Et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, évidemment, une fois qu'ils se sont enfuis, bon, il y a la scène rigolote déjà où ils s'enfuient en passant en hyperespace, et après le retour du câble qui est très sympa, qui fout le bordel. Avec Brutus qui bouge pas là en mode je suis trop badass. Ah ouais, ça fait vraiment je suis le capitaine. C'est ça, c'est moi le capitaine. C'est a cool guy, don't look at explosion. Vraiment. Le mec est là en mode rule of cool. Et voilà, du coup, ils s'en vont, et il y a une petite conversation entre notre cher nouveau... enfin, le nouveau membre de l'équipage, et SM-33. Il se jauge un peu, et c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Ça fait vraiment, tu vois, genre... SM, il veut un peu protéger les enfants, je dirais. Genre, tu sens qu'il se sent responsable, tu vois, cool. Genre... C'est le second, et il va tout faire pour son capitaine, quoi. C'est ça. Tout en, effectivement, ayant un peu... Tu sens qu'il sait que c'est des enfants, quoi, et du coup, il est un peu plus protecteur que il serait peut-être avec des adultes. En tout cas, il protège pas que son capitaine, mais aussi les autres, quoi. Et puis comme la scène que t'adores, là... Aïe. 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 Et voilà, ils le font parfaitement bien. Il y a une petite conversation aussi qui est intéressante entre les enfants où Neil commence à se dire mais elle est chelou quand même notre planète, vous trouvez pas? Ouais. Du coup, même le petit bout innocent et tout, il commence à se poser des questions après être parti un jour ou deux, même pas un jour de chez eux, tout en étant toujours le plus mignon de tous les bébés. Ah, c'est vrai que c'est un petit bout chou. Ils sont
Bon, pour l'instant, ils ont juste parlé vite fait, mais voilà, c'est toujours comme ça. On rappelle aux gens qu'il y a toujours ce truc-là. Hein. On en a parlé au début de l'épisode. Ensuite, on en reparle à la moitié. Voilà, on garde ça en tête. C'est important pour plus tard. Ensuite, une transition qui me fait trop rire parce que, bon, si vous avez côtoyé des enfants, c'était le classique. Bon, faut aller se coucher. Oui, je suis même pas fatigué. Et puis, tombe comme des pierres là juste après. C'est vraiment. Voilà, ça me fait rire. C'est que une seconde, mais ça me fait rire. Tout ça pour que ensuite ils arrivent sur une lune pour voir une amie, il paraît, de notre cher Jod. Et c'est intéressant, déjà, la musique est intéressante quand ils arrivent. En fait, c'est très musique des années 80, un peu cliché et tout, mais alors en plus, ils rajoutent du thérémine. Alors, je sais pas si les gens savent ce que c'est, mais c'est l'espèce d'instrument que vous avez peut-être déjà vu où tu joues en mettant tes bras dans l'air c'est pas facile à expliquer, mais en gros, ça utilise les perturbations que l'électricité dans nos corps et tout fait pour faire des notes de musique et tout. Et donc, vous avez... Ouais, c'est typiquement le bruit de soucoupe volante. C'est exactement ça. C'est vraiment c'est le typique très, très, très cliché des vieux films de SF un peu mystérieux. Et du coup, ils arrivent sur cette petite lune. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette lune, Maddy ? Et il y a... Ah bah attends, d'abord, j'aime beaucoup la scène où il marche du vaisseau jusqu'à... Oh oui, j'avais un truc à dire par rapport à ça, d'ailleurs. C'est rigolo parce que, encore une fois, hein, il y a beaucoup de... on s'en éloigne un petit peu plus, mais il y a toujours cette grosse inspiration E.T. Et tout ça. Et ça me fait penser, c'est un peu le reverse de la scène de E.T. où ils passent devant la lune, tu sais, et on les voit dans leurs ombres. Là, ils sont en train de marcher, on voit leurs ombres, mais c'est par rapport à la lumière qui est reflétée par la planète qui est derrière eux. Et Oui, j'ai pensé à ça et je me suis dit, oh, c'est fait exprès, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien vu. Et c'est rigolo parce que c'est rare de voir des planètes, des lunes, des astéroïdes et tout qui ressemblent un peu, là, en termes de décor, à notre lune, à nous, qui est très désertique, plein de cratères et tout. Bah, j'ai fait une maths en regardant l'épisode, je me suis dit, non mais ça pourrait pas être habitable s'il y a des cratères comme ça. Ce qui est le cas pour beaucoup d'endroits d'ailleurs dans Star Wars. On rappelle que ils vont à l'intérieur d'un ver de terre qui est dans un astéroïde dans l'épisode 5 dans Star Wars. Donc c'est rare, mais c'est pas ça a été déjà vu. Ça fait partie des petits trucs un peu mignons dans ce... Ouais, ça fait partie de ces trucs où réfléchis pas trop. Hein. Voilà, c'est pas ce genre de film. C'est pas ce genre de série. C'est pas ce genre de saga. On arrive à l'observatoire de Kim. Ah oui, déjà, ça me fait trop rire parce que c'est vraiment Star Wars. Le personnage s'appelle Kim, mais c'est K-H apostrophe Y-M-M. Oui, c'est Kim. Et qu'est-ce que c'est, Kim ? Kim, c'est une chouette chat. C'est ça, c'est une chouette chat.
euh, qui est du coup toute petite, qui vole, qui, euh, qui est sûrement pareil, hein, un mélange de puppet, je me souviens plus, de marionnettes et de CGI, qui est très cool et qui est aussi une experte de cartographie et histoire un petit peu, voilà, Ouais, c'est ce que j'aurais dit. c'est ça, et du coup la personne parfaite pour poser des questions par rapport à l'endroit d'où ces petits bibouts viennent. Euh, Quelle bonne surprise. Ouais, vraiment, j'ai été super contente de là. Ah ouais, c'était trop bien. Et tu sais, je sais pas si tu as vu, et d'ailleurs il y a une série, c'est rigolo, c'est aussi une création qui a beaucoup de points communs avec Willow aussi. Ça m'a fait penser à Dark Crystal quand ils Ah vont voir. oui, ouais, non, ouais, Comment elle s'appelle dans des Dark petits trucs tout Crystal. mignons. Ah non, mais justement, oui, alors oui, il y a des trucs tout mignons, mais ça me fait penser à quand dans le film original, Dark Crystal, ils vont voir, comment elle s'appelle, Ogra, et qu'il y a son endroit où il y a c'est une espèce d'astrolabe un peu. Un peu chelou et tout, avec des planètes, des trucs comme ça, qui est très mécanique et tout, qui fait plus SF justement dans ce film-là alors que c'est plus un film de fantasy. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça, voilà, justement. Et encore une fois, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est encore un film des années 80 qui se retrouve avec un hommage dans la série. Oui, et puis le côté puppet, ça se rappelle aussi Évidemment. Dark Crystal. Bah, ça, c'est sûr, parce que c'est tout le film et toute la série de Dark Crystal. Et c'est clairement, ouais, c'est ça. C'est tellement de toutes ces choses qui se retrouvent dans la série, qui sont vraiment bien faites pour le coup et qui sont super cool et qui font plaisir à voir. Alors, je trouve que c'est bien aussi qu'ils aient utilisé une puppet pour Kim, pour les enfants, parce que ça doit être quand même, on va dire mieux que si ça avait été full CGI et que ça avait été une boule verte ou grise dans le décor, quoi. Et d'ailleurs, voilà, Kim aussi, c'est la première qui parle, qui appelle Jod Crimson Jack aussi. Et ce gars qui a son mystère qui s'épaissit petit à petit au fur et à mesure de l'épisode. Mais un mystère qui à la fois est moins mystérieux et encore plus mystérieux, c'est l'histoire de Hat-Hatin, qui, du coup, elle nous révèle que elle faisait partie de plusieurs planètes, en fait, qui étaient des trésors de la galaxie, des planètes légendaires qui avaient été protégées avec cette fameuse barrière pour ne pas qu'elle soit trouvée par quiconque. Voilà, par quiconque, par des bandits, par des trucs comme ça. Mais elles ont toutes été détruites, à l'exception de Hat-Hatin. Mais le truc aussi, c'est que justement, le principe, c'était qu'on pouvait pas les trouver. Du coup, il n'y a pas vraiment de coordonnées jusque là-bas. Et là, on entre dans la partie Indiana Jones. Enfin, ça fait toujours très truc de pirate aussi, hein, trouver évidemment. Ah bah c'est la carte au trésor. La carte au trésor et tout.
Du coup, c'est un bon mélange justement de tout ça. Mais voilà, moi je pense que là, ça nous set up pour un petit épisode avec des booby traps, des trucs comme ça dans des ruines et tout ça. Oh, j'aimerais trop. Ah, j'espère qu'on va. Enfin, Parce déjà, que... vu l'influence Goonies, je vois pas comment. Ouais, c'est J'aimerais ça. pas. Et, et c'est trop bien comme reveal. Ça me rappelle un peu dans Jedi Survivor que tu découvres. C'est aussi pareil, t'as une grosse partie de l'histoire. C'est une chasse à la. Pas une chasse au trésor, mais voilà, tu cherches la carte qui t'amènera jusqu'à la planète cachée et tout. Et là, c'est la même chose. Et bah, moi, ça me plaît. Hein. Vous pouvez le refaire, ça me dérange pas. Et. Mais là, t'as un bon petit lore dump qui est juste assez pour te donner des informations et juste assez peu pour que tu n'as aucune idée de ce qui... Enfin, vraiment, il maîtrise parfaitement cette ligne entre qui te fait parfaitement rêver. Genre... on te présente une information et là ton imagination elle fait le reste du travail aussi. Non, c'est vrai que. Non, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, malgré tout, ah oui, il y a une petite scène où il parle, elle demande aux enfants des infos, des choses qu'ils apprennent à l'école ou des trucs comme ça. Et il parle du fait qu'ils ont appris par rapport à Alderaan et c'est là que j'ai eu la réalisation. Quand ces enfants sont nés, ou en tout cas autour de leur naissance, Alderaan n'existait déjà plus. C'est dire, là, vraiment, ça te confirme à quel point ils sont vraiment au courant de rien du tout. Du tout. Oui, mais voilà, même les adultes, ils ont vraiment aucune idée de ce qui se passe dans la galaxie. Et comme l'a dit Neil, mais du coup, qu'est-ce qu'ils analysent? Qu'est-ce qu'ils analysent, tous ces analystes? Et voilà, moi, c'est vraiment cool. Les décors sont super cool aussi, tout ce truc. Quand elle dit il y a des informations sur 1 millier de mondes, et t'as Fern qui est il y a 1 millier de mondes. Oh là, ma petite, il y en a beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment trop mignon. Et ouais, ils maîtrisent vraiment leur truc, quoi. C'est époustouflant de juste à quel point ils sont justes. Ouais. Toutes les scènes sont parfaitement justes. Jusqu'ici, hein. C'est jamais que 3 épisodes sur 8. Hein. Ça se trouve, ça va se casser la gueule après. Mais pour l'instant, vraiment bravo. Ouais, vraiment, ça me donne vraiment envie de voir la suite. Effectivement, comme notre fameux Crimson Jack l'avait dit plus tôt, il essayait d'expliquer aux enfants qu'elle pourrait les trahir. Il essaie de leur expliquer, mais c'est pas facile, parce qu'il veut pas leur dire que il est un criminel. Hein, mais, et du coup, il y a deux X-Wing qui arrivent, et puis il les appelle les Goons et tout. Les Goons de Kim et les enfants, qui du coup ne savent rien. Hein. On l'a déjà dit. Et qui gobent toutes ces informations comme si c'était vrai, alors que Kim elle-même leur a dit, vous savez, il se fout of shit. Et malgré, ouais, même Fern, hein, qui est constamment plus sur ses gardes et tout, non, c'est les Goons, et puis du coup, il fait piloter Neil, qui a aucune idée de ce qu'il fait, et puis il prend les deux autres, les deux hot shots là, et puis il les fait, allez les enfants, tirez sur tes gens. Le mec, il est irresponsable. Moi, j'aime bien, c'est comment il a même pas besoin de dire à KB ce qu'il faut faire. Elle y va elle-même. Elle sait.
Et le truc qui me fait trop rire, c'est à quel point Weeb il est trop heureux parce que lui, voilà, c'est ça qu'il veut. Bon, Il veut il de adore les l'aventure. Jedi, mais il adore l'aventure, quoi, c'est ça. Et du coup, il rentre dedans, il est trop heureux et tout. Il commence à tourner en rond en tirant. Pendant que sa station tourne sur elle-même. Il est trop heureux. Et ça fonctionne très très bien. Hop là. Voilà, c'est une petite séquence d'action et tout qui évidemment pas trop violente parce que ça reste des enfants. Du coup, bon, il touche un X-Wing, mais bon, ça le détruit pas. Ce qui est... Moi, ça me va. Hein. Je suis pas en train de dire que je voudrais que ce soit horrible. T'imagines les Non, enfants c'est bien qui que ont ça leur soit pas. conscience. On n'a pas eu vraiment beaucoup de violence dans la série pour l'instant. À part la scène d'intro qui est un peu. Ouais, à part quand les enfants sont pas là, justement. Et donc c'est bien, tu peux refaire regarder ça à des. Enfin, peut-être pas des petits, mais des jeunes, quoi. Un petit détail aussi qui était fun, c'est quand Jod Crimson Jack récupère les commandes, il se met très près, il fait de la poussière pour faire... Enfin voilà, pour aveugler les X-Wing derrière eux. Qui est un très... je sais pas, ça m'a rappelé justement un peu la course-poursuite du Castle Run dans le film Solo, justement. Dans À un Solo, moment, ouais. ils font un truc un peu similaire. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et ils arrivent à s'en aller. Évidemment, avec une espèce de carte de coordonnées hein, qu'ils ont récupéré de Kim. Moi, je pense que ça les emmène pas à Tatooine. Je pense que ça, justement, par erreur, ça les emmène à une de ces fameuses autres planètes qui ont été détruites. Parce que... Et je pense que c'est là qu'on va être dans notre moment Indiana Jones à la recherche des vraies coordonnées de la planète. Après, j'ai peut-être complètement tort, mais voilà. Et du coup, l'épisode se termine sur les X-Wing et le commandant Kent qui demande ouais, où est-ce qu'ils sont partis et le très vieux... Enfin, ça fait très... comment ça s'appelle? Il se retourne... elle se retourne là et vous ne me croiriez pas. Tuki qui ajoute par rapport au fait que Jod il met les enfants directement en position de pilotage et tout et de tir que c'est un truc qui est un clin d'œil au cliché stéréotype des pères qui font ça avec leurs enfants. Alors, ah oui, tu vas apprendre du vélo et puis qui met les enfants sur le vélo sans littéralement roulette. mon daron. Là, tu vois, ton petit qui a raison. Ah ouais, bah vas-y, gamin. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de ça. Bah alors, t'y arrives pas? Non, vas-y. Fais-le. Papa, je vais apprendre à tirer. Bah oui, vas-y, tiens, prends mon fusil. Donc, ouais, bien vu et très drôle de ton daron. Et voilà, l'épisode se termine ainsi. Et comme on a dit, c'était un vrai plaisir à voir. Et très hâte de la semaine prochaine. La suite. Oui. Et maintenant, pour conclure, je te propose de finir en parlant de deux choses dans cet épisode qui nous ont marqués. Que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, les décors, ou quoi que ce soit. Quelles sont les deux choses que tu retiens de ce visionnage, Maddy? Bah, j'adore Kim. Évidemment. Parce que je m'attendais pas du tout à la façon de dire ça.
Et donc, ça Ah ouais. fait plaisir de la surprise. Et j'adore comment le groupe des enfants et du lot marchent trop bien ensemble. Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment... Quelle réussite. Et, euh, et le mec, il est tellement à l'aise dans... Que ce soit avec les enfants ou juste dans l'univers en général, t'as vraiment l'impression qu'il est dans le bain, quoi. Il, il sait ce qu'il fait là. Il fait très penser au truc de... tu sais... comment il s'appelle? Mark Hamill qui était hyper stressé et tout, qui disait qui demandait des conseils à Harrison Ford et Harrison Ford qui lui dit t'inquiète, c'est pas ce genre de film et qui savait exactement dans quoi il s'était lancé et j'ai vraiment l'impression que c'est exactement les mêmes vibes, genre il sait ce qu'il fait là et lui, Il par sait ce qu'il contre, il faut est content faire. d'être là. Ouais, clairement, ça se voit qu'il est content d'être. Il s'éclate. Et du coup, pour moi, ouais, c'est vraiment toutes ces adaptations, tous les trucs qui sont très piraterie et tout, et comment ils sont retranscrits chez Star Wars. On avait eu un tout petit bout dans le Mandalorian, mais c'était vraiment pas grand-chose. Mais là, ça fait trop plaisir. Comme je disais, les petits canaux, les trucs comme ça, je trouve ça vraiment trop drôle comment ils adaptent tout à notre univers. Et ensuite, ouais, ça... J'adore le fait. Mais j'adore le fait que le meilleur est sûrement reste sûrement à venir et voilà. Et peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que pour l'instant on a à peine touché la surface de tout ce qu'ils ont à nous proposer et que toutes les choses qu'on aime déjà bien seront sûrement encore meilleures par la suite. Yes. Et voilà. On dirait que c'est de la triche, mais voilà, c'est mes deux éléments. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 4. On remercie chaleureusement Karel, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et on vous souhaite une bonne chance pour notre prochaine aventure. En attendant, s'il vous plaît, ne touchez pas à ce bouton-là. Non! Mais capitaine! Ah. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. Merci d'avoir été avec moi, Madinaire. Mais de rien. Bisous! C'est parfait.